Même Malabar, qui ne posait guère de questions, demeurait perplexe. Il s'étendit sur le sol, replia sous lui ses jambes de devant, puis s'étant concentré avec force, énonça ses pensées. Il dit « Je ne crois pas ça. À la bataille de l'étable, Boule de Neige s'est conduit en brave. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Et juste après le combat, est-ce qu'on ne l'a pas nommé héros animal, première classe ?» « C'est là que nous avons fait fausse route, camarade, » reprit Bribabil, « car en réalité, il essayait de nous conduire à notre perte. C'est ce que nous savons maintenant, grâce à ces documents secrets. »« Il a été blessé, quand même, » dit Malabar. « Tous, nous l'avons vu qui courait en perdant son sang. »« Cela aussi faisait partie de la machination, » s'écria Bribabil. « Le coup de fusil de Jones n'a fait que les rafler. Si vous saviez lire, je vous en donnerai la preuve écrite de sa main. Le complot prévoyait qu'au moment critique, Boule de Neige donnerait le signal du sauve-qui-peut, abandonnant le terrain à l'ennemi. Et il a failli réussir. Bel et bien, camarade. Il aurait réussi, n'eût été votre chef héroïque, le camarade Napoléon. Enfin, est-ce que vous l'auriez oublié? Au moment même où Jones et ses hommes pénétraient dans la cour, Boule de Neige tournait Casaque, entraînant nombre d'animaux après lui. Et au moment où se répandait la panique, alors même que tout semblait perdu, le camarade Napoléon s'élançait en avant au cri de « Mort à l'humanité ! Mordant Jones au mollet ! De cela, sûrement, vous vous rappelez, camarade !» dit Bribabil en frétillant. Entendant le récit de cette scène haute en couleurs, les animaux avaient l'impression de se rappeler. À tout le moins, ils se souvenaient qu'au moment critique, Boule de Neige avait détalé. Mais Malabar, toujours un peu mal à l'aise, finit par dire « Je ne crois pas que Boule de Neige était un traître au commencement. Ce qu'il a fait depuis, c'est une autre histoire. Mais je crois qu'à la bataille de l'étable, il a agi en vrai camarade. » Bribabil, d'un ton ferme et pesant ses mots, dit alors « Notre chef, le camarade de Napoléon, a déclaré catégoriquement, camarade, que Boule de Neige était l'agent de Jones depuis le début. Oui, et même bien avant que nous ayons envisagé le soulèvement. »« Ah, c'est autre chose dans ce cas-là, » concéda Malabar. « Si c'est le camarade Napoléon qui le dit, ce doit être vrai. »« À la bonne heure, camarade !» s'écria Bribabil, non sans avoir jeté toutefois de ses petits yeux pétillants un regard mauvais sur Malabar. Sur le point de s'en aller, il se retourna et ajouta d'un ton solennel « J'en avertis chacun de vous. Il va falloir ouvrir l'œil, et le bon, car nous avons des raisons de penser que certains agents secrets de Boule de Neige se cachent parmi nous à l'heure actuelle. » 4 jours plus tard, en fin d'après-midi, Napoléon donna ordre à tous les animaux de se rassembler dans la cour. Quand ils furent tous réunis, il sortit de la maison de la ferme portant 2 décorations, car récemment, il s'était attribué les médailles de héros animal, première classe et deuxième classe. Il était entouré de ces 9 molosses qui grondaient, les animaux en avaient froid dans le dos, et chacun se tenait tapi en silence, comme en attente de quelque événement terrible. Napoléon jeta sur l'assistance un regard dur, puis émit un cri suraigu. Immédiatement les chiens bondirent en avant, saisissant 4 cochons par l'oreille et les traînant glapissants et terrorisés aux pieds de Napoléon. Les oreilles des cochons saignaient. Et quelques instants, les molosses, ivres de sang, parurent saisis d'une rage démente. À la stupeur de tous, 3 d'entre eux se jetèrent sur Malabar. Prévenant leur attaque, le cheval frappa l'un d'eux en plein bond et de son sabot le cloua au sol. Le chien hurlait miséricorde. Cependant, ses 2 congénères, la queue entre les jambes, avaient filé bon train. Malabar interrogeait Napoléon des yeux. Devait-il en finir avec le chien ou lui laisser la vie sauve? Napoléon parut prendre une expression autre, et d'un ton bref, il lui commanda de laisser aller le chien, sur quoi Malabar leva son sabot. Le chien détala, meurtri et hurlant de douleur. Aussitôt le tumulte s'apaisa.
Les 4 cochons restaient sidérés et tremblants, et on lisait sur leurs traits le sentiment d'une faute. Napoléon les invita à confesser leurs crimes. C'étaient là les cochons qui avaient protesté quand Napoléon avait aboli l'Assemblée du dimanche. Sans autre forme de procès, ils avouèrent. Oui, ils avaient entretenu des relations secrètes avec Boule de Neige depuis son expulsion. Oui, ils avaient collaboré avec lui à l'effondrement du moulin à vent. Et oui, ils avaient été de connivence pour livrer la ferme des animaux à M. Frédéric. Ils firent encore état de confidence du traître. Depuis des années, il était bien l'agent secret de Jones. Leur confession achevée, les chiens, sur-le-champ, les égorgèrent. Alors, d'une voix terrifiante, Napoléon demanda si nul autre animal n'avait à faire des aveux. Les 3 poulets qui avaient mené la sédition dans l'affaire des œufs s'avancèrent, disant que Boule de Neige leur était apparu en rêve. Il les avait incités à désobéir aux ordres de Napoléon. Eux aussi furent massacrés. Puis une oie se présenta. Elle avait dérobé 6 épis de blé à la moisson de l'année précédente et les avait mangés de nuit. Un mouton avait, lui, uriné dans l'abreuvoir, sur les instances de Boule de Neige, et 2 autres moutons avouèrent le meurtre d'un vieux bélier particulièrement dévoué à Napoléon. Alors qu'il avait un rhume de cerveau, il l'avait pris en chasse autour d'un feu de bois. Tous furent mis à mort sur le champ. Et de cette façon, aveux et exécutions se poursuivirent. À la fin, ce fut au pied de Napoléon un amoncellement de cadavres, et l'air était lourd d'une odeur de sang inconnue depuis le bannissement de Jones. Quand on en eut fini, le reste des animaux, cochons et chiens exceptés, s'éloigna en foule furtive. Ils frissonnaient d'horreur et n'auraient pas pu dire ce qui les bouleversait le plus. La trahison de ceux ayant partie liée avec Boule de Neige ou la cruauté du châtiment. Dans les anciens jours, de pareilles scènes de carnage avaient bien eu lieu, mais il leur paraissait à tous que c'était pire maintenant qu'elles se produisaient entre eux. Depuis que Jones n'était plus dans les lieux, pas un animal qui en eût tué un autre, fût-ce un simple rat. Ayant gagné le monticule, où à demi achevé s'élevait le moulin, d'un commun accord les animaux se couchèrent, blottis côte à côte pour se faire chaud. Il y avait là Douce, Edmé et Benjamin, les vaches et les moutons, et tout un troupeau mêlé d'oies et de poules. Tout le monde, somme toute, excepté la chatte qui s'était éclipsée avant même l'ordre de rassemblement. Seul Malabar était demeuré debout, ne tenant pas en place, en se battant les flancs de sa longue queue noire, en poussant de temps à autre un hennissement étonné. À la fin, il dit « Ça me dépasse. Je n'aurais jamais cru à des choses pareilles dans notre ferme. Il doit y avoir de notre faute. La seule solution, à mon avis, c'est de travailler plus dur. À partir d'aujourd'hui, je vais me lever encore 1 heure plus tôt que d'habitude. » Et de son trop pesant, il fila vers la carrière. Une fois là, il ramassa coup sur coup 2 charretées de pierre qu'avant de se retirer pour la nuit, il traîna jusqu'au moulin. Les animaux se blottissaient autour de Douce, et ils se taisaient. Du mamelon où ils se tenaient couchés, s'ouvrait une ample vue sur la campagne. La plus grande partie de la ferme des animaux était sous leurs yeux, le pâturage tout en longueur jusqu'à la route, le champ de foin, le bocteau, l'abreuvoir, les labours où le blé vert poussait dru, et les toits rouges des dépendances d'où des filaments de fumée tourbillonnaient. La transparence d'un soir de printemps. L'herbe et les haies chargées de bourgeons se doraient aux rayons obliques du soleil. Jamais la ferme, et ils éprouvaient une sorte d'étonnement à se rappeler qu'elle était à eux, que chaque pouce leur appartenait, ne leur avait paru si enviable. Suivant du regard le versant du coteau, les yeux de Douce s'embuaient de larmes. Eût-elle été à même d'exprimer ses pensées, alors elle aurait dit « Mais ce n'est pas là ce que nous avions entrevu quand des années plus tôt nous avions en tête de renverser l'espèce humaine. Ces scènes d'épouvante et ces massacres, ce n'était pas ce que nous avions appelé de nos vœux la nuit où Sage l'Ancien avait exalté en nous l'idée du soulèvement. Elle-même se fût-elle fait une image du futur, ça aurait été celle d'une société d'animaux libérés de la faim et du fouet. Ils auraient été tous égaux, chacun aurait travaillé suivant ses capacités, le fort protégeant le faible, comme elle avait protégé de sa patte la couvée de Caneton, cette nuit-là où Sage l'Ancien avait prononcé son discours. Au lieu de quoi, elle n'aurait su dire comment c'était arrivé,
des temps sont venus où personne n'ose parler franc, où partout grognent des chiens féroces, où l'on assiste à des exécutions de camarades dévorés à pleines dents après avoir avoué des crimes affreux. Il ne lui venait pas la moindre idée de révolte ou de désobéissance. Même alors, elle savait les animaux bien mieux pourvus que du temps de Jones, et aussi qu'avant tout, il fallait prévenir le retour des humains. Quoi qu'il arrive, elle serait fidèle, travaillerait ferme, exécuterait les ordres, accepterait la mainmise de Napoléon. Quand même, ce n'était pas pour en arriver là qu'elle et tous les autres avaient espéré et pris de la peine, pas pour cela qu'ils avaient bâti le moulin et bravé les balles de Jones. Telles étaient ses pensées, même si les mots ne lui venaient pas. À la fin, elle se mit à chanter Bête d'Angleterre, se disant qu'elle exprimerait ainsi ce que ses propres paroles n'auraient pas su dire. Alors, les autres animaux, assis autour d'elle, reprirent en chœur le chant révolutionnaire, 3 fois de suite, mélodieusement, mais avec une lenteur funèbre, comme ils n'avaient jamais fait encore. À peine avait-il fini de chanter pour la 3e fois que Bribabil, escorté de 2 molosses, s'approcha de l'air de qui a des choses importantes à faire savoir. Il annonça que désormais, en vertu d'un décret spécial du camarade Napoléon, chanter Bête d'Angleterre était interdit. Les animaux en furent tout décontenancés. « Pourquoi ?» s'exclama Edmé. « Il n'y a plus lieu, camarade, » dit Bribabil d'un ton cassant. « Bête d'Angleterre, c'était le chant du soulèvement. Mais le soulèvement a réussi. L'exécution des traîtres, cet après-midi, l'a mené à son terme. Au dehors comme au dedans, l'ennemi est vaincu. Dans Bête d'Angleterre étaient exprimées nos aspirations à la société meilleure des temps à venir. Or, cette société est maintenant instaurée. Il est clair que ce chant n'a plus aucune raison d'être. » Tout effrayés qu'ils fussent, certains animaux auraient peut-être bien protesté, si à cet instant les moutons n'avaient entonné leur bêlement habituel « 4 pattes oui, 2 pattes non !» Et ils bêlèrent plusieurs minutes durant et mirent fin à la discussion. Aussi n'entendit-on plus Bête d'Angleterre. À la place, Minimus, le poète, composa de nouveaux couplets dont voici le commencement. « Ferme des animaux, jamais de mon fait ne te viendront des mots. » Et c'est là ce qu'on chante chaque dimanche matin après le salut au drapeau. Mais les animaux trouvaient que ces paroles et cette musique ne valaient pas Bête d'Angleterre. Chapitre 8. Quelques jours plus tard, quand se fut apaisée la terreur causée par les exécutions, certains animaux se rappelèrent, ou du moins crurent se rappeler, ce qu'enjoignait le 6e commandement « Nul animal ne tuera un autre animal ». Et bien que chacun se gardât d'en rien dire à portée d'oreille des cochons ou des chiens, on trouvait que les exécutions s'accordaient mal avec cet énoncé. 12 demanda à Benjamin de lui lire le 6e commandement, et quand Benjamin, comme d'habitude, s'y fut refusé, disant qu'il ne se mêlait pas de ces affaires-là, elle se retourna vers Edmé. Edmé le lui lut, ça disait « Nul animal ne tuera un autre animal sans raison valable. » Ces 3 derniers mots, les animaux, pour une raison ou l'autre, ne se les rappelaient pas, mais ils virent bien que le 6e commandement n'avait pas été violé. Il y avait clairement de bonnes raisons de tuer les traîtres qui s'étaient ligués avec Boule de Neige. Tout le long de cette année-là, ils travaillèrent encore plus dur que l'année précédente. Achever le moulin en temps voulu avec des murs 2 fois plus épais qu'auparavant, tout en menant de pair les travaux coutumiers, c'était un labeur écrasant. Certains jours, les animaux avaient l'impression de trimer plus longtemps qu'à l'époque de Jones, sans en être mieux nourris. Le dimanche matin, Bribabil, tenant un long ruban de papier dans sa petite patte, leur lisait des colonnes de chiffres. Il en résultait une augmentation marquée dans chaque catégorie de production. 200, 300 ou 500% suivant le cas. Les animaux ne voyaient pas de raison de ne pas prêter foi à ces statistiques, d'autant moins de raison qu'ils ne se rappelaient plus bien ce qu'il en avait été avant le soulèvement. Malgré tout, il y avait des moments où moins de chiffres et plus à manger leur serait mieux allé. Tous les ordres leur étaient maintenant transmis par Bribabil ou l'un des autres cochons. C'est tout juste si chaque quinzaine Napoléon se montrait en public, mais alors le cérémonial était renforcé. À ces chiens s'ajoutait un jeune coq noir et fiero qui précédait le chef, faisait office de trompette et avant qu'il ne prît la parole, poussait un cocorico ardent. On disait que Napoléon avait un statut propre jusque dans la maison où il avait ses appartements privés. Servi par 2 chiens,
Il prenait ses repas seul dans le service de porcelaine de Derby, frappé d'une couronne, autrefois exposée dans l'argentier du salon. Enfin, il fut entendu qu'une salve de carabine serait tirée pour commémorer sa naissance, tout de même que les 2 autres jours anniversaires. Napoléon n'était plus jamais désigné par un seul patronyme. Toujours on se référait à lui en langage de protocole, notre chef, le camarade Napoléon. De plus, les cochons se plaisaient à lui attribuer des titres tels que père de tous les animaux, terreur du genre humain, protecteur de la bergerie, ami des canetons, ainsi de suite. Dans ses discours, Brie-Babil exaltait la sagesse de Napoléon et sa bonté de cœur, son indicible amour des animaux de tous les pays, même et en particulier celui qu'il portait aux infortunés des autres fermes, encore dans l'ignorance et l'esclavage. C'était devenu l'habitude de rendre honneur à Napoléon de tout accomplissement heureux et hasard propice. Aussi, entendait-on fréquemment une poule déclarer à une autre commère poule. Sous la conduite éclairée du camarade Napoléon, notre chef, en 6 jours j'ai pondu 5 œufs. Ou encore, c'étaient 2 vaches à l'abreuvoir s'exclamant « Grâce soit rendue aux lumières du camarade Napoléon, car cette eau a un goût excellent. » Le sentiment général fut bien exprimé dans un poème de Minimus, dit « Camarade Napoléon ». Tuteur de l'orphelin, fontaine de bonheur, calme esprit souverain, seigneur de la pâtée, le feu de ton regard se penche créateur, soleil dans notre ciel, source de réflexion, ô camarade Napoléon. Ô grand dispensateur de tout ce que l'on aime, ô divin créateur, pourvoyeur du petit et maître en tous arts, oui, chaque bête même, chaque bête te doit foin sec et ventre bon, ô camarade Napoléon. Même un petit cochon, pas plus qu'enfantelet, dans sa contemplation, il lui faudra savoir que sous ton étendard, chaque bête se tait, et que son premier cri dira ton horizon, ô camarade Napoléon. Napoléon donna son approbation au poème qu'il fit inscrire sur le mur de la grange en face des 7 commandements. En frontispice, son effigie de profil fut peinte par Brie-Babil à la peinture blanche. Entre-temps, Napoléon était, par le truchement de Whymper, entré en négociation compliquée avec Frédéric et Pilkington. Le bois de charpente n'était toujours pas vendu. Frédéric, le plus désireux de s'en rendre acquéreur, n'offrait pas un prix raisonnable. Simultanément, la rumeur se répandit de nouveau d'une offensive de Frédéric et de ses hommes contre la ferme des animaux. Il jetterait bas le moulin, dont l'édification avait soulevé chez lui une jalousie effrénée. On savait que Boule de Neige rôdait toujours à la ferme de Pinchfield. Au cœur de l'été, les animaux, en grand émoi, apprirent que 3 poules avaient spontanément avoué leur participation à un complot de Boule de Neige en vue d'assassiner Napoléon. Elles furent exécutées sans délai, et de nouvelles précautions furent prises pour la sécurité du chef. La nuit, 4 chiens montèrent la garde autour de son lit, un à chaque coin, et à un petit goret du nom de Œil Rose fut confiée la charge de goûter sa nourriture, de peur d'un empoisonnement. Vers ce temps-là, il fut annoncé que Napoléon avait pris la décision de vendre le bois à M. Pilkington. Il était aussi sur le point de passer accord avec la ferme de Foxwood en vue d'échanges réguliers. Les relations entre Napoléon et Pilkington, quoique uniquement menées par Whymper, en étaient devenues presque cordiales. Les animaux se méfiaient de Pilkington, en tant qu'humain, mais le préféraient franchement à Frédéric, qu'à la fois ils redoutaient et haïssaient. L'été s'avançant et la construction du moulin touchant à sa fin, les bruits se firent de plus en plus insistants d'une attaque perfide, déclenchée d'un moment à l'autre. Frédéric, disait-on, se proposait de lancer contre la ferme des animaux une 20aine d'individus armés de fusils. Déjà il avait soudoyé les hommes de loi et la police, de façon qu'une fois en possession des titres de propriété, ceux-ci ne soient plus remis en cause. Qui plus est, des histoires épouvantables circulaient sur le traitement cruel infligé à des animaux par ce Frédéric. Il avait fouetté un vieux cheval jusqu'à ce que mort s'ensuive, laissé ses vaches mourir de faim, avait jeté un de ses chiens dans la chaudière, se divertissait le soir à des combats de coqs, les combattants avaient des éclats de lames de rasoir fixés aux ergots. Au récit d'atrocités pareilles, le sang des animaux ne faisait qu'un tour, et il leur arriva de clamer leur désir d'être autorisés à marcher sur Pinchfield pour en chasser les humains et délivrer les animaux.
Mais Brie-Babil leur conseilla d'éviter toute action téméraire et de s'en remettre à la stratégie du camarade Napoléon. Malgré tout, une âcre animosité contre Frédéric persistait. Un dimanche matin, Napoléon se rendit dans la grange pour expliquer qu'il n'avait à aucun moment envisagé de lui vendre le chargement de bois. Il y allait de sa dignité, expliqua-t-il, de ne jamais entretenir de relations avec des gredins pareils. Les pigeons, toujours chargés de répandre à l'extérieur les nouvelles du soulèvement, reçurent l'interdiction de toucher terre en un point quelconque de Foxwood, et il leur fut ordonné de substituer au mot d'ordre initial « mort à l'humanité » celui de « mort à Frédéric ». Vers la fin de l'été, une nouvelle machination de boule de neige fut démasquée. Les mauvaises herbes avaient envahi les blés, et l'on s'aperçut que, lors d'une de ces incursions nocturnes, Boule de Neige avait semé l'ivraie dans le bon grain. Un jard dans le secret du complot confessa sa faute à Brie-Babil, puis aussitôt se suicida en avalant des baies de belladone. Les animaux apprirent encore qu'à Boule de Neige, au rebours de ce que nombre d'entre eux avaient cru jusque-là, n'avait jamais été conférée la distinction de héros animal première classe. C'était la pure légende propagée par Boule de Neige lui-même à quelque temps de la bataille de l'Étable. Loin qu'il ait été décoré, il avait été blâmé pour sa couardise au combat. Cette nouvelle-là, comme d'autres avant elle, laissa les animaux abasourdis, mais bientôt Brie-Babil sut les convaincre que leur mémoire était en défaut. À l'automne, au prix d'un effort harassant et qui tenait du prodige, car presque en même temps il avait fallu rentrer la moisson, le moulin à vent fut achevé. S'il manquait les moyens mécaniques de son fonctionnement, dont Whymper négociait l'achat, le corps de l'édifice existait. Au défi de tous les obstacles, malgré le manque d'expérience et les moyens primitifs à leur disposition, et la malchance et la perfidie de Boule de Neige, l'ouvrage était debout au jour dit. Épuisés mais fiers, les animaux faisaient à n'en plus finir le tour de leur chef-d'œuvre, encore plus beau à leurs yeux que la première fois. De plus, les murs étaient 2 fois plus épais, et rien désormais, rien ne pourrait plus anéantir le moulin qu'une charge d'explosifs. Et repensant à la peine qu'ils avaient prise, aux périodes de découragement surmontées, et à la vie tellement différente qui serait la leur quand les ailes tourneraient et les dynamos fonctionneraient, à la pensée de toutes ces choses, leur lassitude céda, et ils se mirent à cabrioler autour de leur œuvre, poussant des cris de triomphe. Napoléon lui-même, accompagné de ses chiens et de son jeune coq, se rendit sur les lieux, en personne félicita les animaux de leur réussite, et fit connaître que le moulin serait nommé Moulin Napoléon. 2 jours plus tard, les animaux furent convoqués à la grange en séance extraordinaire. Ils restèrent bouche bée quand Napoléon annonça qu'il avait vendu le chargement de bois à Frédéric. Dès le lendemain, celui-ci se présenterait avec ses camions pour prendre livraison de la marchandise. Ainsi, pendant la période de son amitié prétendue avec Pilkington, Napoléon avait entretenu avec Frédéric les relations secrètes qui menaient à cet accord. Toutes les relations avec Foxwood avaient été rompues et des messages injurieux adressés à Pilkington. Les pigeons avaient pour consigne d'éviter la ferme de Pinchfield et de retourner le mot d'ordre « Mort à Frédéric » devenait « Mort à Pilkington ». En même temps, Napoléon assura les animaux que les menaces d'une attaque imminente contre la ferme des animaux étaient sans fondement aucun. Quant au conte sur la cruauté de Frédéric envers ses bêtes, c'était très exagéré. De telles fables devaient trouver leur origine dans la malfaisance de Boule de Neige et de ses agents. Et pour Boule de Neige lui-même, il y avait maintenant tout lieu de croire qu'il ne s'était pas réfugié à la ferme de Pinchfield. En vérité, il n'y était jamais allé. Depuis des années, il vivait à Foxwood, dans l'opulence, disait-on, à la solde de Pilkington. Les cochons béaient d'admiration devant tant de fine astuce chez Napoléon. Feignant d'être l'ami de Pilkington, il avait contraint Frédéric à renchérir de 12 livres sur son offre initiale. Et ce qui faisait de Napoléon un cerveau d'exception, c'était, dit Brie-Babil, qu'il ne faisait confiance à personne, pas même à Frédéric. Celui-ci avait voulu payer le bois au moyen d'un chèque, soit pas plus, à ce qu'il semblait, qu'une promesse d'argent écrite sur un bout de papier. Or, Napoléon, des 2, était le plus malin. Il avait exigé un versement en billets de 5 livres, à lui remettre avant l'enlèvement de la marchandise.
Et Frédéric avait déjà payé, et le montant de la somme se trouvait suffire à l'achat de la machinerie du moulin. Frédéric avait promptement pris livraison du bois, et l'opération achevée, une autre réunion fut tenue dans la grange où les animaux purent examiner de près les billets de banque. Portant ces 2 décorations, Napoléon sur l'estrade, reposé sur un lit de paille, souriant aux anges, l'argent à côté de lui, soigneusement empilé sur un plat de porcelaine de Chine provenant de la cuisine. Les animaux défilèrent avec lenteur, n'en croyant pas leurs yeux. Et Malabar, du museau, renifla les billets, et sous son souffle, on les vit bruire et frémir. 3 jours plus tard, ce fut un ourvari sans nom. Whymper, les traits livides, remonta le sentier sur sa bicyclette, s'en débarrassa précipitamment dans la cour, puis courut droit à la maison. L'instant d'après, on perçut, venus des appartements de Napoléon, des cris de rage mal étouffés. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit comme une traînée de poudre. Les billets de banque étaient faux. Frédéric avait acquis le bois sans bourse déliée. Napoléon rassembla les animaux sur le champ et d'une voix terrible prononça la condamnation à mort. « Une fois Frédéric entre nos pattes, dit-il, nous le ferons bouillir à petit feu. » Et du même coup, il les avertit qu'après cet acte de trahison, le pire était à redouter. À tout instant, Frédéric et ses gens pourraient bien lancer l'attaque si longtemps attendue. Des sentinelles furent disposées sur toutes les voies d'accès à la ferme. 4 pigeons furent dépêchés vers Foxwood, porteurs d'un message de conciliation, car on espérait rétablir des relations de bon voisinage. L'attaque eut lieu dès le lendemain matin. Les animaux prenaient leur premier repas quand les guetteurs firent irruption, annonçant que Frédéric et ses partisans avaient déjà franchi la clôture aux 5 barreaux. Crânement, les animaux se portèrent à leur rencontre, mais cette fois la victoire ne fut pas aussi facile qu'à la bataille de l'étable. Les hommes, une quinzaine, étaient armés de 6 fusils, et quand les animaux furent